Timonière Marguerite Paulin, flibustiers au long cours, pour amadouer le vague à l'âme, largons les voiles de l'aventure au quai des Partances. Bonjour, au microphone Marguerite Paulin. L'émission s'appelle Quai des Partances. On est sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. On est en compagnie de Marie Desjardins. Bonjour Marie. Bonjour Marguerite. Et on a aussi une invitée, Marie-Josée Tardif. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Josée Tardif va nous présenter son livre. On nous appelait Les Sauvages. C'est un témoignage et c'est écrit en collaboration avec Dominique Rankin. Marie-Josée Tardif, présentez-nous peut-être un peu ce livre. On va commencer par le début, le livre. Alors, le livre, c'est basé sur l'histoire de Dominique, qui est un chef héréditaire algonquin. Mais en fait, je me sers de son histoire qui est très riche, qui est très forte, pour en même temps illustrer l'histoire récente des Amérindiens de chez nous. Puis je la mets en parallèle avec une très ancienne prophétie chez les Algonquins qui s'appelle la prophétie des sept feux. À un moment donné, j'ai eu ce flash-là. Je me suis dit, wow, son histoire personnelle à lui, à Dominique, c'est comme si elle avait été prédite depuis 600 ans, 500 ans. Mais c'est l'histoire d'un peuple aussi en même temps. Donc, en gros, je dis ça. Puis, évidemment, à l'intérieur de son histoire, il y a surtout un événement tragique qui est celui des pensionnats indiens, dont plusieurs ont entendu parler maintenant. Ça a été vraiment une période très noire dans sa vie, où on voit vraiment comment c'était infernal. C'était pire qu'une prison. Des fois, les gens comparent ça un petit peu au camp de concentration. C'est une forme de camp de concentration. Ouais, je pense que j'aurais pas peur des mots. On va dire que c'était comme ça. Son enfance a été épouvantable. Puis après, c'est tout le chemin de guérison. Tu sais, des gens, parfois, ont subi un viol, puis ça leur prend une vie avant d'arriver à en guérir, à pardonner. Comment on guérit plusieurs viols commis dans ton enfance? Comment on guérit pas juste de viol sexuel, mais c'est un viol sur toute la ligne parce que on a kidnappé ces enfants-là dans leur famille, on les a obligés après à ne plus parler leur langue, à ne plus pratiquer leur spiritualité, à vraiment mettre de côté toute leur culture. Donc c'était vraiment sur tous les plans, affectifs, social, physique, nommez-les. Et puis après, donc, comment on arrive à guérir de ça? Comment on traverse tout ça? Comment on retrouve son identité? Donc, c'était vraiment son chemin à Dominique. Marie-Josée Tardif, moi j'ai lu beaucoup de choses sur les Amérindiens et votre livre est particulièrement intéressant. S'il y en avait un seul à lire, là, je pourrais dire que lisez celui-là parce que c'est extrêmement dense. Il y a énormément de livres, finalement, dans ce livre-là, puisque vous avez recueilli les propos de Dominique Rankin lui-même, qui vous a parlé et confié son histoire dans sa langue que vous connaissez. Donc, vous rapportez cette histoire personnelle, qui est à la fois une histoire collective, qui est à la fois un traité de philosophie au sens où on découvre la philosophie amérindienne algonquine par vos propos. Ouais. Donc, c'est un livre très, très, très vaste qui nous accompagne. Je veux dire, j'étais vraiment impressionnée par ça. Et j'ai pas vraiment de questions à vous poser là tout de suite. C'était juste que je voulais dire à nos auditeurs que on entre là-dedans et puis c'est un voyage. Et en fait, vous connaissez personnellement donc Dominique Rankin. Parlez-nous un peu de lui, là. Dominique, c'est ça. Si vous lisez le livre, ça m'a fait rire à un moment donné parce on a la chance, mais parce que Dominique et moi, on forme un couple maintenant. Là, on va tout de suite établir les choses, donc on est toujours ensemble et on voyage beaucoup en Europe. Puis ça m'a fait sourire à un moment donné parce que quand on a rencontré une lectrice là-bas, la première réaction qu'elle a eue, c'est bizarre, vous avez un accent québécois, mais quand je vous lisais, j'entendais pas votre accent. Puis dans sa tête, elle, c'était étonnant. Puis quand on rencontre Dominique, là où c'est étonnant aussi, c'est qu'il a appris le français forcément à l'école, mais sa langue première, ça demeure l'algonquin. En plus, sa mère est écrite, donc tout de suite, quand il était petit, il a appris les deux langues, qui sont quand même assez voisines, qui se ressemblent un peu.
Et donc, il parle le français avec cet accent charmant, un mélange des petites intonations amérindiennes. Il mélange les genres. Là, quand il dit « j'ai mal à la tête », il va dire « j'ai mal à mon tête ». Bon, des choses comme ça, tu sais, ça devient très attachant. J'ai pas pu traduire ça dans l'écriture du livre. À un moment donné, j'ai pas eu le choix de me dire « bon, ben, je vais l'écrire dans un bon français, tant pis. » Cette couleur-là, les gens la découvriront quand ils le rencontreront. Mais Dominique, c'est quelqu'un qui est précieux. Puis là, c'est pas parce que c'est mon amoureux, mais il fait partie de la dernière génération d'Amérindiens à avoir pu vivre le mode de vie nomade, à avoir pu vivre selon les traditions sans qu'on essaie d'assassiner ça tout de suite. Si on parle des Amérindiens des États-Unis, par exemple, là, ça a été plus rapide. Tu sais, les Blancs sont arrivés, puis ils ont envahi tout le territoire. Chez nous, c'est particulier à cause de la géographie. Tous les territoires du Nord, on les a laissés tranquilles pendant longtemps. Donc, il y a plein d'Amérindiens qui ont compris qu'en allant un peu plus vers le Nord, ils pourraient continuer à vivre selon leurs traditions. Et donc, lui, il est né en 1947, dans les années 40, 50, dans le nord de l'Abitibi, même en fait, il est né sur le territoire de la baie James, là. C'est comme entre la baie James et l'Abitibi, si on veut. Il est né dans la forêt, et à ce moment-là, donc, on s'intéressait pas encore à ces terres-là. Je suis allée à quelques reprises là où il est né. Il n'y a pas de route encore aujourd'hui pour s'y rendre. On se rend au nord d'Amos. Et là, il y a un endroit où on laisse la voiture sur le bord de la rivière Arikana. Puis là, on part en chaloupe à moteur. Nous, bon, on pourrait le faire en canot, mais là, on le fait en chaloupe à moteur. Tu fais 3 heures de chaloupe à moteur. Puis à un moment donné, tu arrives, il n'y a rien. C'est juste la forêt. C'est extraordinaire de se sentir dans un lieu comme ça où il y a des aigles à tête blanche qui t'escortent, tu sais, qui regardent « Ah, t'es là, toi, bonjour », tu sais, puis qui t'accompagnent sur le long de ton chemin comme ça. C'est fantastique. Puis ça m'a fait vraiment réaliser une chose. C'est pour ça tous les premiers chapitres du livre, ils sont consacrés à cette vie-là. Qu'est-ce que c'était avant? Oui. Je trouvais ça important parce que son témoignage, il est fort là-dessus aussi, parce qu'il l'a vécu, ça. Tu sais, on va lire des livres d'histoire. Moi, ça me fait drôle, hein. Encore dans les écoles aujourd'hui, on va enseigner l'histoire aux enfants. On va parler des Amérindiens, mais on leur donne pas la parole à eux. On leur explique les choses, mais du point de vue des Blancs. Puis là, je parle même pas de l'histoire du Canada que nous, on a appris à l'école. Où là, hein, les Indiens, c'était des sauvages. Ils se promenaient tout nus. Ils pendaient les pauvres jésuites par les pieds. Tu sais, c'est tellement ramassé toutes sortes de choses bizarres que on n'a pas reçu la bonne information. Puis encore aujourd'hui, j'espère que le livre, j'ai fait beaucoup d'efforts pour que le livre il puisse entrer de plus en plus dans les écoles, parce que je savais que le témoignage que Dominique avait à offrir, c'était de première main. Mm-hmm. Il est très, très versé dans sa culture. C'est quelque chose qui est important pour lui. Puis les aînés l'ont beaucoup protégé. C'est ça leur expression. En fait, lui, quand il était jeune, à l'âge de 7 ans, les aînés se sont réunis avec son père et ils ont dit « c'est lui ton successeur ». Parce que Dominique, il est issu d'une lignée de chefs et hommes médecine depuis la nuit des temps. Un fil de transmission qui n'a jamais été coupé. Ça, quand on y pense, c'est rare. Et donc, les aînés, leur expression, c'était « celui-là, on va le protéger ». Ça voulait dire que s'il avait envie de jouer un peu plus avec les autres enfants, c'était moins pour lui. Les aînés l'amenaient plus dans la forêt avec eux pour tout de suite transmettre tout sur la médecine, tout sur la philosophie. Parce que le chef, à l'époque, c'était pas que politique son rôle. C'était le sage. Le savoir. C'était le philosophe, c'était le médecin. C'était l'accoucheur. Dominique a été formé pour accoucher des bébés s'il faut. Il le fait. Quand il était petit, il assistait à tout ça. Si quelqu'un avait, je sais pas, une fracture ouverte ou un coup de hache, ou qu'est-ce que tu fais quand tu es dans le fin fond de la forêt comme ça? Il fallait que tu saches te débrouiller. Oui. Donc, tous les savoirs étaient transmis comme ça. Il savait très bien quoi faire. Savez-vous, c'est quoi le médicament qu'on peut utiliser quand, par exemple, tu veux
mettons que tu veux replacer les os quand il y a une grosse fracture ou puis que tu veux faire une anesthésie. Tout est dans la nature. Vous allez rire, là, mais on prend les testicules de castor qu'on fait sécher. J'en parle un petit peu. Oui, raconter. Oui. On fait sécher ça au bout de peut-être 4-5 mois. Là, ça devient hyper concentré, cette médecine-là qu'il y a dans les glandes. Et c'est comparable à de la morphine. Puis, ils vont mélanger parfois aussi avec de l'urine de moufette. Donc, il faut aller recueillir l'urine, il faut savoir comment en faire sans se faire arroser soi-même. Il y a une technique, il y a une façon de faire. Puis là, ils prélèvent un petit peu l'urine de la moufette sans la tuer. Puis après ça, s'ils mélangent avec les rognons de castor, là, ça fait une médecine hyper forte. Moi, je l'ai senti une fois. Et tu peux même pas garder les mêmes vêtements après tellement ça s'imprègne, tellement ça sent fort. C'est une odeur qui... Moi, ça me rappelait un peu la térébenthine, un peu, tu sais, dans la même ligne, là, mais il est beaucoup plus fort que ça, si je peux donner un peu une idée de ce que c'est comme odeur. Puis donc, ils se servaient de ça pour geler. Et ça, c'est pour geler, geler le... C'est ça. Ils avaient plein de choses dans la forêt. C'est sûr, il faut pas rejeter la médecine moderne. Nous, c'est pas ça qu'on fait du tout. Mais c'est juste pour dire qu'il y a pas mal plus d'éléments dans la forêt pharmaceutique qu'on peut penser. Puis que tout était là pour eux. Tout était là. Oui, parce que c'est une des... Vous le dites vous-même dans votre livre, Marie-Josée Tardif, l'esprit avec un grand E, il est partout. La terre-mère, c'est toujours, c'est le panthéisme, hein, c'est partout. L'esprit est partout dans. Et même quand on raconte. Quand il tue un animal avant de le tuer, il le remercie. Je te remercie de me donner. Et il vit en lui. L'animal, il meurt, on le mange, donc il vit en nous. C'est ce cosmos qui est continuellement, cette lignée, toujours ce cercle. Le cercle de la vie, c'est ça. Mais en fait, tu sais, moi, mon chemin, ça a été beaucoup ça. Ça a été avant que la médecine amérindienne me tombe dessus, là, parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'avais prévu sur mon parcours, mais je m'intéressais beaucoup à toutes les religions. Même depuis que j'étais toute petite, je me disais, moi, un jour, je vais connaître toutes les religions. Puis si j'arrive à trouver le point commun des religions, je vais être plus proche de la vérité. Moi, je sentais que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Donc, tout mon chemin, même si de formation, je suis journaliste, puis ça a été ma profession pendant longtemps à temps plein, il y avait cette quête-là. Donc, dès que j'avais une chance, je partais avec mon sac à dos, j'allais voir les Tibétains, je me promenais en Inde. Il fallait que je comprenne tout ça. C'était plus fort que moi. Donc, quand vous parlez de la religion des Amérindiens ou de leur spiritualité, en fin de compte, on retrouve ça dans toutes les religions. C'est juste qu'après, bon, il y a des éléments très culturels qui apparaissent, mais... Je me rappelle, il y a 1 an, avec Dominique, on s'est rendu en Autriche. On a été invités. Ça s'appelle Religions for Peace. C'est un organisme lié à l'ONU qui rassemble toutes les religions du monde avec des représentants qui ont vraiment un désir de travailler pour la paix. Fait qu'on s'est retrouvés là, il y avait plus de 600 délégués, c'était extraordinaire. Des gens de toutes les religions de la Terre, tu sais, de toutes sortes de costumes. C'était fantastique. Puis Dominique, c'était la grande vedette avec sa coiffe. Aussitôt qu'il mettait la coiffe avec les plumes, parce que c'est sûr, tu sais, le chef amérindien qu'on porte dans notre imaginaire collectif, il l'est, ça. Il le porte en lui-même, il le symbolise. C'est pas qu'il se force pour le faire, mais il a été élevé comme ça, puis il y a ce charisme-là. Donc là, tout le monde là-bas voulait avoir sa photo, ça fait que c'était bizarre. C'était, tu sais, des sheiks d'Arabie Saoudite, puis c'était étrange, OK? C'était vraiment... Mais c'était impressionnant. Je pense que le cinéma d'Hollywood, il a fait pour quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, tout le monde voulait avoir sa photo. Puis là, évidemment, quand il y avait la prise de photo, il y avait quelques échanges, puis les gens, à un moment donné, il y a une dame qui arrive, puis qui dit, vous, là, vous avez plusieurs dieux. Puis là, moi, j'étais un peu vexée, parce que ça faisait un peu condescendant la façon dont elle disait ça. Puis là, on a répondu, on a un créateur,
Non, on n'a pas plusieurs dieux. On a un créateur comme vous. Non, vous avez plusieurs dieux, là. Je l'ai lu dans les livres. Puis c'est là où je me suis dit, waouh, il y a encore tellement de chemin à faire. On était dans un endroit où là, vraiment, toutes les religions du monde étaient rassemblées, les représentants, les plus qualifiés de leur religion qui étaient là. Puis une autre chose qui m'a rendue fière aussi, c'est que là, les gens nous demandaient, c'est quoi votre religion? Ouais. Le nom, c'est ça. Comment s'appelle votre religion? Et là, on n'était pas préparé à cette question-là, puis on se disait, mais comment elle s'appelle? Puis en même temps, moi, ça me rend fière. Oui. C'est tellement universel, c'est tellement simple, c'est tellement profond que si on y met un nom, déjà, on fige des choses, hein? On la rend humaine, et c'est pas ce qu'on veut. On l'enferme. C'est vrai. On est en compagnie de Marie-Josée Tardif qui nous présente son livre « On nous appelait les sauvages », un témoignage sur la vie de Dominique Rankin, sur sa culture aussi, la culture amérindienne. Marie? Un vaste témoignage. Oui. Vous disiez justement, quel est le nom de notre religion? Dominique, enfin, vous l'expliquez très bien dans votre livre, que finalement, les Asiatiques, il y a des milliers d'années, ont traversé le détroit de Bering. On pense que c'est une thèse, selon vous, c'est la réelle, et sont allés en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et ce qui est absolument formidable depuis ces millénaires, c'est que ce soit à la Terre de Feu ou que ce soit complètement au pôle Nord, tous ces Amérindiens ont quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'on parle de la mère-terre, selon certaines terminologies, et on parle de l'esprit, du grand esprit. Alors, il y a aussi le cercle aussi. Le cercle, c'est absolument fascinant quand on se penche sur ces questions-là, de voir que cette immense population sage, profondément intuitive, est tout à fait cohérente et tout à fait dans la voie du milieu, c'est ça l'explication, c'est ça la vérité. Moi, ça me fascine. Et puis quand vous parlez de Dominique, qui est un grand chef, qui est un homme médecine, mais qui est le grand chef algonquin, amérindien d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est facile. Vous décrivez bien son initiation. Je vais faire juste une petite nuance parce que c'est pas le grand chef des Algonquins. Lui aime pas ça quand on dit ça, ça que je vais tout de suite corriger ça. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est que quand les Blancs je vais nous inclure là-dedans, quand le monde actuel est arrivé puis s'est imposé à eux, donc on les a confinés dans des réserves, puis là on leur a dit, là maintenant vous allez adopter un système démocratique. Oui. C'est beaucoup mieux, selon la vision des gouvernements en place. Et donc là, ils ont créé un système politique à l'intérieur des réserves qui fait penser un peu à un système municipal. Oui. Donc, le maire, on l'appelle le grand chef avec ses conseillers, tout ça. Mais Dominique a été grand chef politique des Algonquins, ça c'est vrai, mais il ne l'est plus. Il l'a fait pendant presque 10 ans, donc vice-grand chef puis grand chef, et là, il était élu, démocratiquement et tout. Mais chef héréditaire, c'est vraiment autre chose. Et là, il est vraiment complètement consacré à ce à quoi on le préparait depuis son enfance, c'est-à-dire un rôle beaucoup plus spirituel. Donc là, maintenant, il y a plus beaucoup de chefs héréditaires. Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup au pays, alors qu'avant, c'était la norme. Il y en avait partout au pays. Il y aurait pu y avoir d'autres chefs héréditaires algonquins. À ma connaissance, il y en a peut-être un ou deux encore, mais je les ai jamais rencontrés, là, ce que j'ai entendu dire. Et donc là, après, ce qui arrive, c'est plus la reconnaissance des pères. Oui. Et là, Dominique est peut-être sur le point de recevoir un objet sacré très, très, très important que les Algonquins protègent depuis très longtemps. C'est la fameuse ceinture wampum. Oui. En fait, il y a 3 ceintures wampum qui pourraient lui être léguées et il en deviendrait le protecteur. Et comme ce sont des objets sacrés très rares, qui implique une très grande responsabilité. C'est sûr que là, si c'est lui qui est désigné pour être le porteur des ceintures wampum,
là, ça veut dire automatiquement, il devient quelqu'un qui est très, très reconnu par ses pairs. Puis est-ce qu'on peut dire qu'il devient le leader spirituel de tous les Algonquins et même plus en Amérique du Nord? Oui, quelque part, mais c'est vraiment une reconnaissance. C'est pas plus... Il n'y a pas d'élection. C'est juste par le temps que ces choses-là se font. Marie-Josée Tardif, tantôt à micro fermé, on parlait un peu de la jeunesse de votre livre, puis vous nous avez parlé, bon, vous êtes encore une journaliste, on lit jusqu'à la fin de notre vie, comme on est un écrivain jusqu'à la fin. Et vous avez dit, vous avez fait un voyage en Saskatchewan et vous avez fait une expérience dans la hutte de sudation. Puis vous avez dit, si vous dites, on va en parler, ce serait bien d'en parler parce que récemment, il y a eu un gros, quelqu'un là, qui en est décédé et j'imagine que c'était des charlatans, évidemment, tandis que vous, c'est vraiment une expérience. Oui. Alors, l'événement tragique auquel vous faites référence, où il y a quelqu'un qui en est décédé, c'était même pas une hutte de sudation. C'est quelqu'un qui disait s'inspirer des rituels amérindiens, mais qui a fait quelque chose d'épouvantable. Alors, j'ai vécu en Saskatchewan pendant quelques années. J'ai travaillé pour Radio-Canada là-bas, à Regina. Puis dès que j'avais une chance, les week-ends, j'avais une copine de Radio-Canada avec qui je m'entendais très bien, qui avait vécu auparavant dans le nord de la Saskatchewan, ça fait qui avait encore plus apprivoisé le monde amérindien. Elle savait quoi faire. On était très téméraires quand même, mais les week-ends, on partait comme ça sur les routes de la Saskatchewan, puis on allait dans les réserves. Faut le faire, tu sais, c'est un peu comme ici, les gens le savent, entrer dans une réserve, ça fait drôle, tu sais, ceux qui sont pas habitués, ceux qui, tu sais, on a peur, c'est l'inconnu. Donc là, nous, on entrait, et là, évidemment, dans une petite réserve, tout le monde le sait, quand tu viens pas de la place, donc là, on se faisait regarder, tout, on arrêtait, on faisait un beau sourire, puis on demandait s'il y avait un aîné qu'on pouvait rencontrer. Puis la façon de faire avec les Amérindiens, quand tu approches un aîné, un guide spirituel, tu arrives avec du tabac. Le tabac, c'est pas pour fumer. Le tabac, c'est une plante. Si on enlève l'image de la cigarette dans notre tête, là, reportons-nous il y a plusieurs centaines d'années, quand la cigarette n'existait même pas. Qu'est-ce que c'était dans la vision amérindienne? Le tabac, c'était une plante aromatique. C'est une plante qui purifie, comme l'encens. Donc, là, quand on arrive donc auprès d'un aîné avec du tabac, la tradition, c'est je t'offre du tabac et ça veut dire je te remercie à l'avance pour les enseignements que tu vas me donner. Fait que quand tu fais ça, les aînés savent tout de suite, oh, elle connaît un peu les traditions. C'est qu'on faisait ça, on arrivait avec notre tabac, puis donc là, tout de suite, ça les touchait, et ensuite, on disait, est-ce que vous avez des huttes de sudation? Puis là, ils acceptaient de nous dire la vérité, c'est que oui, dans l'Ouest canadien, dans à peu près toutes les réserves, il y a des huttes de sudation. Et c'est comme ça que moi, j'ai fait mes premières huttes là-bas. Et après, quand je suis revenue vivre au Québec, j'ai voulu savoir qui en faisait. C'est comme ça que, il y a plus de 15 ans maintenant, j'ai connu Dominique. Mais qu'est-ce que c'est une hutte de sudation? Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, nous, en algonquin, on n'aime pas l'expression hutte de sudation. Des fois, en anglais, on va dire sweat lodge. On préfère l'expression algonquine, c'est madado. Madado, ça vient un peu du mot mandu. Mandu, ça veut dire l'esprit. Madado, c'est le lieu où tu vas rencontrer ton esprit, l'esprit des autres personnes, l'esprit de la nature, l'esprit de la vie, l'esprit de tes ancêtres, etc., etc. C'est le lieu de rencontre de l'esprit. Alors, on construit une hutte qui est comme une demi-sphère, un dôme. Au centre de la hutte, on va faire un trou. Et devant la hutte, on va faire un feu. Dans le feu, on va chauffer des pierres pendant peut-être 1h30, 2 heures. Et quand les pierres sont bien rouges, quand les pierres sont prêtes, là, c'est le moment d'entrer dans la hutte. On referme la porte et quand on verse de l'eau sur les pierres, ça fait de la vapeur. Donc, OK, ça peut faire penser à un bain de vapeur, mais c'est beaucoup plus profond que ça parce que c'est pas n'importe qui est habilité à faire ça. Là, de nos jours, c'est ça. Là, on assiste à toute une dérive. Là, il y a plein de monde qui ont vu ce que les Indiens font, puis après ça, ils s'improvisent chamans dans leur cours. Là, mais, par exemple, moi,
maintenant, je suis les enseignements de très près depuis, ça fait 7 ans et demi maintenant que j'ai accepté là, de m'engager sur ce chemin-là. Et j'ai même pas encore l'autorisation de guider des huttes de sudation, parce que c'est des années et des années et des années d'entraînement. Il faut que tu aies vu toutes les situations, il faut que tu saches quoi faire. Et déjà, parce que c'est arrivé aussi, à un moment donné, il y a quelques années aux États-Unis, il y a eu des morts dans une hutte de sudation. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux livre Le Secret de Secret, là, c'était super à la mode dans les milieux Nouvel Âge. C'est quelqu'un qui avait participé au livre Le Secret, qui avait vu ce que les Amérindiens faisaient. Il a décidé qu'il faisait un stage sur l'abondance avec un groupe. Puis là, il a construit une hutte. Il a fait comme il pensait que ça devait se faire, mais il a mis des bâches en plastique sur la hutte. Déjà, tu fais pas ça, parce que qu'est-ce qui va arriver si tu mets de la vapeur, de la chaleur à l'intérieur? Tout le monde étouffe. Nous, quand on met des bâches, déjà, il faut savoir quel matériau utiliser pour que ça respire. T'es pas là pour étouffer les gens, là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste d'être... Savez-vous ce que c'est, symboliquement? C'est un ventre. On dit c'est le ventre de ta mère. Oui. C'est fait comme un ventre. C'est très profond. C'est pas facile d'en parler à la radio, puis en même temps, je veux le faire pour démystifier les choses. Je vais essayer de trouver l'angle. Ouais. Les mots. C'est comme si je suis un peu sur le fil du rasoir, parce qu'il y a les dérives, puis il y a tellement la richesse d'une culture, tellement la beauté d'un savoir-faire. Dominique, ça lui a pris 50 ans d'études, d'initiation de toutes sortes avant que les aînés disent « OK, t'es prêt, mon gars ». 50 années. Il dirigeait des huttes de sudation quand même auparavant, mais il y avait toujours la supervision de son professeur. Son professeur est décédé, grand-père William Commanda, il avait 97 ans. Et pendant toutes les dernières années de sa vie, où moi j'étais très près de Dominique, j'ai vu Dominique continuer d'aller voir son guide au moins à tous les 2 week-ends, passer 2 jours avec lui. À tous les 2 week-ends. Des fois, on avait des contrats, des choses, puis il annulait tout parce que c'était son devoir, puis il a été d'une discipline. Nommez-moi les médecins ou même pas, n'importe quelle profession où on va étudier, nous, 3 ans à l'université, puis après ça, bon, on te lâche loose dans la nature, puis t'as presque plus de personnes qui te guident, qui t'aident, alors que eux, c'est vraiment... T'es toujours soutenu par quelqu'un de plus âgé, plus expérimenté derrière pour être sûr que tout se passe bien. Donc, c'est un ventre de maman, on va dire, et c'est ça le but. C'est que quand tu te retrouves à l'intérieur, il fait noir. Est-ce que vous êtes seul avec le guide? Ça peut être seul avec le guide. Des fois, ça peut être plusieurs. La plupart du temps, on est quelques-uns, peut-être une dizaine, quinzaine. Peut-être 20, mais au-delà de 20, je commence à trouver que ça fait beaucoup de monde. On construit la hutte en conséquence. Oui. Mais l'idée, c'est que c'est quand même assez réduit comme espace pour que, tu sais, si t'es 2 jumeaux dans un ventre de maman, t'auras pas immensément d'espace, tu sais. L'idée, c'est d'être vraiment dans cette bulle-là, dans cet œuf-là. Et vu qu'il fait noir, vu que c'est humide, vu que tu vois plus rien... t'as pas le choix d'être mis en présence de toi-même. Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'il y a des mots? L'aîné, la personne qui dirige, guide toute la les paroles, le rituel. Donc, ça se passe toujours en 4 étapes qui sont basées sur les 4 grands enseignements du cercle. Ça, tu vas trouver ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans toutes les traditions amérindiennes, qu'on soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, et tu retrouves toujours le cercle avec les 4 points cardinaux. On appelle ça la roue de médecine, souvent, le cercle de médecine. Puis chaque point cardinal est très symbolique. L'Est, qu'est-ce qui se passe tous les matins à l'Est? Le soleil se lève. Le soleil se lève. Donc, symboliquement, selon vous, qu'est-ce que ça peut représenter? Ben oui. C'est l'enseignement qui te dit que tout peut toujours recommencer. Qu'à chaque matin, tu as la chance de repartir en neuf. Ouais. C'est le cadeau de ta vie qui recommence encore. Puis à chaque instant dans ta journée, chaque respiration, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est pas vrai que la vie est figée. Tout est toujours en renaissance et en recommencement. Ouais. Après ça, direction sud, là, le soleil est à son zénith.
Donc, c'est beaucoup de chaleur, hein? C'est la notion de chaleur, de feu sacré. Mais nous, on va beaucoup parler du respect, en fait. C'est le respect que je me donne. Et si je me respecte moi, là, je peux respecter l'autre. Ça, c'est l'enseignement du Sud pour nous. Qu'est-ce qui se passe tous les jours direction ouest? Coucher du soleil. Donc là, c'est l'enseignement de laisser partir les choses. Il y a des moments dans la vie où il faut lâcher prise, accepter, pardonner, accepter que des personnes nous quittent, accepter la mort. C'est un grand enseignement. D'habitude, l'enseignement de l'Ouest, là, c'est là où ça gratte un peu plus. C'est là où les gens, parfois, ont un peu plus de difficultés. Mais une fois qu'on a lâché prise, direction Nord, là, ce qui se produit, c'est la guérison. La liberté intérieure, la paix. On peut passer une vie entière à méditer sur ces 4 grands enseignements-là. Puis la roue de médecine, ça va plus loin. On peut y associer les 4 éléments, on peut y associer plein de choses. Mais en gros, c'est ça les 4 grands enseignements. Et donc, une hutte de sudation se passe en 4 étapes qu'on appelle la porte de l'Ouest, la porte de l'Est, la porte du Sud, la porte de l'Ouest, la porte du Nord. Et donc, première étape, ben le guide, il va donner ses enseignements, tout ce qui lui vient, ce qui monte par rapport à la renaissance ou à la naissance. Parfois, avec Dominique, des fois, il fait ça. Je trouve ça mignon. Tu sais, il nous demande, tout le monde, on se couche un peu en fœtus. Là, puis, OK, touche tes petits orteils. Là, c'est comme si on était des petits bébés. On retourne un peu dans le ventre de notre maman. Des personnes qui ont eu des accouchements difficiles, par exemple, des gens qui sont nés avec le cordon autour du cou, des choses comme ça, des fois, là, ça ramène la mémoire automatiquement, hein, parce qu'on a une mémoire corporelle très forte. Hein. On pense qu'on se souvient pas de notre accouchement, mais c'est stocké. Tu sais, ici à Montréal, on a l'avenue du Dr Penfield. Ce chercheur-là, ça a été un des premiers à découvrir que toute la mémoire est là en banque. Hein. Je sais pas si vous saviez c'était quoi ses recherches, mais il a vraiment découvert que tout le cerveau droit, finalement, a stocké toute la mémoire. Puis ce qu'on utilise de jour, c'est une mémoire usuelle, mais tu sais, si on avait toute l'information comme ça, on deviendrait un peu fou, là. Ça fait qu'on fait un tri. Tu sais, la nuit, quand on rêve, là, il y a un tri qui se fait, puis... mais avez-vous remarqué, parfois, quand vous rêvez en passant, des fois, vous pouvez vous mettre à rêver de quelqu'un avec qui vous êtes allé à l'école primaire. Vous n'avez pas repensé à cette personne-là depuis 50 ans, puis là, tout à coup, oups, ça réapparaît. C'est parce que dans la mémoire, tout est stocké, tout est là. Donc, des fois, quand on va dans la hutte de sudation, ça peut faire ça un petit peu. Mais c'est magnifique parce que c'est comme si on se permet une deuxième naissance. Donc là, en fin de compte, c'est un endroit où tu peux vraiment prendre du recul, mais d'une façon exceptionnelle par rapport à ta vie, par rapport où est-ce que j'en suis dans le respect. Est-ce qu'il y a un lâcher-prise que j'ai pas fait? Souvent, c'est là où ça devient plus intense. Là, les gens peuvent... Moi, c'est le rituel ou la médecine la plus puissante que j'ai jamais vue pour quelqu'un qui a besoin de lâcher prise sur quelque chose. C'est physique en même temps. Tu sais, c'est sûr, on a chaud. Mais ce qui s'est produit, comment ça s'appelait? C'est Am-Sud ou c'est dans ce coin de Durham? Oui, c'est dans la main. Mais ce qui s'est produit par là, ça n'a vraiment rien à voir. Ce que la dame a fait, parce que je me suis bien informée, parce que je sentais que les gens allaient faire un amalgame par rapport à la médecine traditionnelle. Et ce que cette dame-là a fait, je vais résumer, mais en gros, elle les a enduits debout, puis elle les a enveloppés dans du papier saran wrap, puis après ça, elle a mis des couvertures, puis une boîte en carton sur le visage, puis elle les a laissés, je pense, pendant 9 heures, quelque chose comme ça. Et là, les pores de la peau respirent plus. Tu sais, c'était vraiment fou, c'était de la folie. Et pour tous les aînés amérindiens d'ici ou d'ailleurs, c'est tellement triste qu'ils soient associés à quelque chose de fou comme ça. Puis aux États-Unis, quand il y a eu aussi un événement tragique, ce qui s'est produit, c'était dans l'État d'Arizona. Après, l'État a dit, on va interdire les huttes de sudation à moins que vous ayez un permis de l'État. C'est que là, essayez de vous imaginer si un jour on en arrivait à des choses comme ça. Quelqu'un comme Dominique, par exemple, qui serait obligé d'aller s'asseoir devant un fonctionnaire. Puis le fonctionnaire qui dit, bon, ben c'est quoi ton diplôme? Puis lui, il va dire, ben c'est mes plumes d'aigle, c'est mes pipes sacrées.
C'est sûr. Et pensez-vous que ça va fonctionner? C'est 50 ans d'apprentissage. Donc, ça, c'est le scénario noir. Moi, j'ai encore confiance en fait, nous, ce qu'on vit, en fait, c'est beaucoup de respect par rapport à notre culture quand même. Quand, par exemple, on traverse aux douanes, c'est toujours quelque chose, là, quand on se promène avec la valise d'objets sacrés. Tu sais, quand ça passe dans le rayon X, là, tu sais, c'est sûr que Dominique, il se fait ouvrir la valise parce qu'il se demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais je vois que les douaniers ont des consignes de respecter. C'est une religion qui est reconnue comme une autre chez nous. Puis à ce moment-là, ça se passe toujours très, très, très bien. Puis on n'a jamais eu de problème. On est en compagnie de Marie-Josée Tardif qui nous présente son livre « On nous appelait les sauvages » aux éditions du Jour. Marie? Dominique Rankin, dont vous racontez la vie, sa vie a été dense, marquée d'épreuves, très dur. Vous faites aussi la description de tous ces pensionnats indiens. Les chiffres sont donnés. 150 000 jeunes Indiens ont été violés dans ces pensionnats-là. Peut-être pas 150 000 violés, mais 150 000 harcelés, qui ont été placés dans les pensionnats. Et là, c'est ça qui est... Quand j'ai connu Dominique, bon, à un moment donné, il s'est ouvert sur sa propre histoire. D'ailleurs, il le faisait pas au départ. Hein. Moi, quand je l'ai connu, il en parlait très peu. C'était tabou? C'est toutes ces personnes qui ont vécu des agressions sexuelles. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est fou, hein, mais c'est super difficile pour une personne qui a été agressée sexuellement d'en parler parce que c'est très dur à comprendre, mais tout de suite, c'est le sentiment de honte qui s'accole à ça. Donc, eux, toute sa génération... et celles qui l'ont précédé, ça dépend. Il y a eu des pensionnats à différentes époques dans différentes régions. Dans sa région à lui, c'est dans les années 50 que le pensionnat a été construit. Ça a pris plusieurs décennies avant que tout le monde décide de commencer à s'en parler. Je pense qu'il y avait aussi le fait que d'un côté, tu veux plus en entendre parler parce que ça fait trop mal. Tu essaies d'engourdir tout ça. Donc, plusieurs sont allés vers l'alcool, la drogue ou le suicide. Ou alors, c'était très difficile pour eux aussi de s'ouvrir parce que leurs parents étaient encore vivants. Et là, il y avait toute la relation avec tes parents, avec tes propres enfants. Comment tu parles de ça? C'est dur, c'est pas évident. Puis... donc, quand moi, j'ai commencé à découvrir sa propre histoire à Dominique, écouter d'autres survivants des pensionnats, on a eu la commission Vérité-Réconciliation l'année dernière au Québec. Donc, la commission se promène un peu partout dans toutes les provinces. Là, c'est pas mal terminé. Nous, on a été désignés, Dominique et moi, pour accompagner l'équipe d'intervenants psychologiques et spirituels qui seraient là en support aux personnes qui iraient témoigner à la commission. C'était quelque chose. Personne ne peut s'imaginer l'ampleur du désastre. Et c'est ça, 150 000 enfants qui ont été placés dans les pensionnats. Et quand tu découvres que pratiquement dans tous les pensionnats, il y a eu des cas d'abus sexuels, c'est ça qui est désarmant. Oui. Déjà, d'entendre juste tout ce que... les circonstances dans lesquelles ça se passait, tout ce que ces quelques missionnaires pédophiles, parce que c'est pas tous les missionnaires évidemment qui faisaient ça, mais il suffisait qu'il y en ait 3 ou 4 dans un pensionnat pour que ça fasse des ravages incommensurables. Mais comme les choses, comment ça se passait, tu sais, dans le confessionnal, dans la buanderie, dans... chaque soir, là, les enfants dormaient pas parce que là, le frère, il savait que tel frère, il viendrait rôder dans le dortoir. Puis tant que tu savais pas qui serait choisi, tu pouvais pas t'endormir. Puis c'était des choses, mais... Puis aussi, d'écrire le livre, c'était un défi parce que je voulais pas entrer dans le sordide. Non. Puis en même temps, il fallait quand même en dire un peu pour que les gens mesurent l'ampleur de la catastrophe. Et aussi, notre désir à tous les deux, parce que Dominique, pour lui, c'était important que si on en parle, que ça puisse aider, que ça puisse être un message de guérison, de victoire. Parce qu'un jour, il a décidé qu'il ne serait plus une victime, mais qu'il serait victorieux de tout ça.
Et donc, le livre, on l'a écrit en se disant, OK, ça va certainement pouvoir aider plein d'Amérindiens qui n'ont pas réussi encore à pardonner. Mais on savait que ça pourrait aider toutes les personnes qui sont aux prises avec une épreuve personnelle qu'ils n'arrivent pas à traverser. Oui. Et le point tournant de son histoire, parce que, bon, lui, il a été kidnappé, là, vraiment volé, arraché à sa famille. Il avait 7 ans et demi, 8 ans. Les parents ne savaient même pas. Tu sais, juste ça, là. Donc, on se parle de ça au Canada, qu'on a fait ça, là. C'est parce que c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'on a tant de misère à se parler des questions amérindiennes dans notre pays, parce qu'on sait, c'est comme si on a une honte cachée. J'arrive pas à me l'expliquer autrement. C'est clair que c'est très tabou parler des Amérindiens chez nous. Ou si on le fait, on va le faire avec beaucoup de préjugés. Mais après, quand on essaie de dépasser les préjugés un petit peu, on sent que c'est tellement désespéré ou on se sent tellement impuissant par rapport à tout ce qui a été fait. Puis en même temps, c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est que si, mettons, tu te coupes, puis que ça se met à... Si ça s'infecte, il faut que tu nettoies la plaie avant de la panser. Il faut la regarder, il faut vraiment faire avec ce qui est là. Donc là, en ce moment... Tu sais, c'est facile de juger les Amérindiens puis de dire, ben c'est à eux à se relever, à se mettre debout. C'est vrai. C'est vrai. C'est à eux à se mettre debout. Sauf que je crois que la population doit premièrement faire l'effort de compréhension puis de découvrir vraiment ce qui s'est passé pour vrai dans leur vie. Après ça, tu te dis, ouais, c'est pas juste la génération de Dominique. On appelle ça la blessure intergénérationnelle. Après, c'est leurs enfants, c'est leurs petits-enfants qui sont pris avec cet énorme secret qui a été gardé si longtemps. Une oppression incroyable, tu sais, qui s'est retrouvée même jusque dans leur intimité sexuelle, là, tu sais, ça va loin. Oui. Marie-Josée Tardif, on parle donc de votre livre « On nous appelait les sauvages ». C'est un témoignage d'anthropologie, d'ethnologue, presque, parce que vous parlez le massacre des chiens, par exemple, des choses aussi. Parlez-nous de cette, de toutes ces tragédies, de ces drames. C'est ça, c'est que... Je vais continuer quand même de le regarder d'un point de vue philosophique. Oui. À un moment donné, quand tu avances sur un chemin de philosophie ou de spiritualité, tôt ou tard, t'en arrives face à la question suivez-moi dans mon raisonnement. On a tous un côté féminin et un côté masculin. On a tous en nous ces deux pôles-là qui sont plus ou moins en conflit. Qu'est-ce que c'est le pôle féminin? Notre cerveau droit, qu'on associe au côté féminin aussi, ou au yin, ben c'est tout notre côté intuitif, notre côté émotif, notre côté spirituel, le langage symbolique, l'imagination. Donc ça, c'est notre aspect féminin. Puis qu'est-ce que c'est le côté masculin? Ben c'est toute la capacité d'action, le côté compétitif, le côté rationnel. Quand les premiers Européens sont arrivés ici, c'était encore les prémices du monde de Descartes, hein, tout le côté cartésien là, qui apparaissait sur la côte est de l'Amérique du Nord. Et quand on pense aux Amérindiens, tout ce que je vous ai nommé sur le féminin, hein, l'intuition, la spiritualité, la vision symbolique, l'imaginaire, c'est comme si les deux pôles se sont rencontrés. Le choc des cultures qu'on vit nous-mêmes sur le plan personnel. Tu sais, des fois, on est trop rationnel, des fois, on est trop émotif. Comment je trouve l'équilibre? Bon, ben là, c'est ces deux univers-là là, qui sont entrés en collision majeure. Et là, on a passé 400, 500 ans à essayer de trouver une façon de vivre ensemble. Puis donc, là, on a atteint un paroxysme où là, à un moment donné, ça dérangeait vraiment trop des peuples comme ça qui vivent, voyons, dans la nature sauvage. Ils n'ont pas l'affaire. Ça leur prend des maisons, ça leur prend l'économie, ça leur prend un peu de rationnel. Oui, peut-être, mais voyez-vous comme on a essayé d'imposer une culture, puis finalement, peut-être que l'idée, c'était plus d'en bénéficier, puis de se parler, puis bon. Alors, là, ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a essayé de détruire tout ça,
C'est bizarre, mais là, on assiste à un moment où tout ça est en train de se renverser. Je peux y revenir, mais pour répondre donc à la question des chiens, là, c'est ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est que là, ça devenait de plus en plus dérangeant d'avoir des gens comme ça qui voulaient pas vivre comme nous. La différence, le cerveau droit, bon. Et donc là, eux, ils continuaient. Ils savaient que leur culture était fantastique. Elle fonctionnait, leur culture. Si ça n'avait pas fonctionné, c'est clair qu'ils auraient adopté une autre culture au contact de celle des Européens. Si ça a tenu si longtemps, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement précieux et bon et sain et humain. Alors, comme ça fonctionnait pas, à un moment donné, là, on a créé la loi sur les sauvages. Qu'on appelle aujourd'hui la loi sur les Indiens, ou peut-être que ça a encore d'autres noms plus politically correct, mais il y a encore un ministre des Affaires indiennes qui, en passant, a encore tous les droits sur les petits Indiens du Canada, là, c'est-à-dire que les petits, les grands. Ils sont sous tutelle. Oui, c'est ça. Ils ont un statut particulier. On peut bien chialer contre eux puis dire ils ne payent pas leurs impôts, blablabla. Moi, j'ai une amie algonquine qui dit, mais donnez-nous la permission de payer nos impôts. On aimerait vraiment ça, pouvoir vivre comme les autres citoyens. Et ils ne payent pas leurs impôts seulement s'ils vivent sur les réserves. Alors, voilà, ça ne fait pas beaucoup d'impôts à payer. Mais non, la moitié des Autochtones maintenant vivent hors réserve. Oui, mais ils payent leurs impôts à ce moment-là. Bien sûr, c'est ça. Alors, c'est une fausse... C'est une fausse accusation. Oui. Puis ceux qui vivent en réserve, oui, il y en a qui sont devenus peut-être dans une forme de dépendance parce que... pensez pas aux réserves proches des villes. Pensez plus vraiment à ceux qui vivent loin de tout, là. C'est le tiers-monde à l'intérieur de nos frontières. Puis c'est pas facile de sortir de ce monde-là puis d'essayer d'atterrir dans un autre monde puis de te faire ta place, puis bon. Donc, on a créé on massacrait. Oui, c'est ça. Alors, on a créé la loi sur les Indiens. Après ça, là, on a dit, voyons donc, ils continuent encore de faire leur cérémonie, de se tenir ensemble. On va interdire les objets sacrés. Donc là, il y a eu vraiment carrément une loi au Canada qui interdisait les tambours, les plumes d'aigle, les pipes sacrées. Bon. Là, le père de Dominique a fait la prison parce qu'à un moment donné, il avait fait une cérémonie dans le bois en cachette, mais il y a quelqu'un qui en avait parlé, qui l'a dénoncé. Donc, il s'est retrouvé en prison pour avoir fait une cérémonie des calumets. Et là, donc, ça n'a pas été suffisant. Et là, donc, le coup de poignard, le coup de grâce, ça a été la création des pensionnats, où là, les fonctionnaires du fédéral, il y a une expression devenue tristement célèbre où on s'est dit, on va maintenant tuer l'Indien dans l'enfant. Là, on s'est dit, on va essayer ça. Et en parallèle avec ça, dans le Nord, chez les Inuits, ils continuaient d'avoir leur mode de vie nomade. Ils aimaient leur mode de vie. Ils étaient fiers d'être chasseurs, puis de revenir, puis de nourrir leur famille. Tout le système social gravitait autour de ce fonctionnement millénaire qui était très beau. Et donc là, vu qu'ils ne voulaient pas se sédentariser, vu qu'ils ne voulaient pas habiter dans les villages qu'on voulait créer pour eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ben, on va s'attaquer à leurs moyens de transport. Ah oui. Et donc, moi, j'ai travaillé à Salouit, dans le Grand Nord, j'enseignais la radio. J'enseignais aux adultes comment faire de la radio, puis ils repartaient dans leur radio communautaire un peu partout dans les différents villages du Nunavik. Donc là, moi, j'ai eu les témoignages de différentes populations, de différentes personnes provenant des quatre coins du Nunavik, où vraiment, il y en avait qui avaient encore en mémoire le jour où leur père est rentré à la maison en pleurant et en disant à leur femme, « Mais comment on va faire pour vivre maintenant? Ils ont tué nos chiens. » Qu'est-ce qu'on... Tu sais, ton seul métier, c'est ça, c'est chasseur. T'en es fier en plus. Et là, qu'est-ce que tu vas faire pour nourrir tes enfants du jour au lendemain? Et ça, pendant longtemps, la GRC, c'est la GRC qui a eu le mandat de faire ça, de tuer les chiens. Pendant longtemps, la GRC a nié, mais juste au moment où j'étais prête à publier le livre,
J'ai entendu à la radio là, que la GRC faisait un mea culpa parce qu'il y avait trop de... Ils ont fait une commission aussi, une commission d'enquête et tout. C'est bien. Ça nous rappelle le livre un peu de Marie Desjardins, Elsmer, sur les Inuits. On est toujours dans les mêmes sujets. Les mêmes tragédies. Hein? Les mêmes tragédies. Il nous reste à peine quelques minutes, c'est peut-être 2-3 minutes, juste peut-être vous remercier d'abord pour le beau témoignage, Marie, peut-être vraiment. quelque chose. Je voudrais pas que ça reste sur une note triste. Non, d'accord, ça serait bien. Ouais. Allez-y. Je vais peut-être terminer sur l'histoire de Dominique, justement, qui là où ça tourne toute son histoire, c'est quand les aînés, quand il est sorti des pensionnats, les aînés l'ont assis dans un sweat lodge, dans une hutte de sudation. Ils ont dit, là, mon garçon, tu sors pas d'ici sans avoir pardonné. Qui t'a violé? Puis là, lui disait, c'est les Blancs. Non, tu mens. Qui t'a violé? C'est les religieux, les religieuses. Non, tu mens. Qui t'a violé? Puis là, il comprenait plus, il criait, il pleurait. Puis à un moment donné, l'aîné a dit, je vais te dire qui t'a violé. Ceux qui t'ont violé, c'est pas des religieux, des religieuses, c'est pas le gouvernement, c'est pas les Blancs. C'est l'homme malade et la femme malade. Un point, c'est tout. Ah, c'est très sage. Et là, tout le chemin de guérison a pu commencer. Ouais. Tout a pu prendre du sens tranquillement. Ça a été sur plusieurs années, bien sûr, mais quand on met les choses en perspective, à un moment donné, il y a une porte qui peut s'ouvrir. C'est un beau témoignage, Marie-Josée Tardif, en compagnie de Dominique Rankin. Le livre s'appelle « On nous appelait les sauvages ». C'est publié aux éditions du Jour. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée. C'est un beau témoignage. Merci. Et moi, je vous laisse en compagnie des gens qui ont préparé une émission sur le cinéma. Et je vous souhaite une belle fin de saison. Marie, peut-être quelques mots pour les auditeurs pour la fin de l'année. C'est un livre à lire avec un témoignage d'une humilité remarquable et d'un savoir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Oui, c'est très touchant et votre témoignage en ajoute encore plus. Merci beaucoup. Donc, à une prochaine rencontre sur les ondes de Radio Centre-Ville. Merci. Et te voilà dans l'autre monde, là où il n'y a point de cabaret, là où il n'y a ni brune ni blonde pour te verser